Bonjour, bienvenue sur Marianne TV. Aujourd'hui, nous recevons Michel Desmurger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Et alors, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un sujet que vous avez traité dans un livre qui est sorti en 2019, dans lequel vous avez ajouté, on va en parler, une postface qui s'appelle La fabrique du crétin digital, dans lequel vous parlez des effets délétères des écrans, notamment sur les enfants. Mais alors, ce qui est assez intéressant justement dans ce livre, c'est que ce n'est pas seulement une liste des effets des écrans d'un point de vue de la littérature scientifique, c'est aussi une critique du discours public et du débat public autour de cette thématique. Et en fait, ce que vous montrez, ce que vous pointez dans toute une partie du livre, c'est qu'en fait, le débat sur les écrans, il est biaisé, qu'il y a un discours souvent ultra positif qui surestime les effets positifs des écrans et au détriment de la littérature scientifique. Comment on l'explique ça, ce décalage entre ce que vous trouvez et ce que vous lisez et vous expérimentez d'un point de vue scientifique et ce débat public qui est ultra positif sur les écrans? En fait, ce qui me surprend, c'est que ça surprenne les gens. En fait, Ouais. on vit avec les écrans ce qu'on a traversé avec tous les grands problèmes Ouais. de santé publique. On est en train de repasser par les mêmes choses que ce qui s'était passé avec l'industrie tabagique, et puis ensuite le réchauffement climatique, et puis les pesticides, donc tout un tas de problèmes de santé publique. Il y a toujours un décalage, alors il est important, il est de 20 à 30 ans, entre le moment où on acquiert un certain niveau peut-être pas de certitude, mais un niveau suffisant d'inquiétude scientifique, et puis le moment où ça se répercute dans les médias, et au bout d'un moment, la science finit par atteindre un consensus, et il se passe encore des années, voire des dizaines d'années, avant que le consensus scientifique émerge, simplement parce que sur le même principe, il faut comprendre que les écrans, notamment les écrans récréatifs, mais aussi éducatifs, c'est quand même une industrie qui pèse lourd. Le passé nous a appris que l'intégrité de l'information, ou en tout cas son exhaustivité, ne faisait pas toujours bon ménage avec les problèmes et les considérations économiques. Donc voilà, le problème est toujours le même, on commence par nier. C'est pas vrai, on commence par. Alors on a tous ces espèces d'arguments valises, ils sont alarmistes, ils sont culpabilisants, c'est pas vrai, ils choisissent leurs études, etc. Puis au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu trop voyant, donc on finit par nous dire bon, oui, il y a peut-être quelque chose, mais c'est marginal, c'est peanuts, ça vaut pas le coup qu'on s'embête. Et puis petit à petit, les données commencent à s'accumuler, donc on finit par enlever des bouts. Donc il y a 10 ans, j'avais publié un travail sur la télévision. On m'avait dit exactement la même chose, c'est alarmiste, c'est pas vrai, il n'y a pas d'études. Et puis maintenant, c'est devenu tellement écrasant qu'on a accepté de laisser tomber le soldat de télévision pour essayer de sauver le soldat jeu vidéo qui lui aussi commence quand même à être bousculé plutôt solidement. Donc on essaye de sauver les tablettes, etc. Donc on essaye petit à petit de repousser le moment où la certitude scientifique arrive. Mais voilà, avec les écrans, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. On se retrouve dans les mêmes procédés, et puis à la fin, on finit par reconnaître qu'il y a un problème, quand on est bien obligé de reconnaître qu'il y a un problème. Et j'ai envie de dire que la chose qui me rassure, c'est que, ou qui m'inquiète, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est que c'est un peu comme le réchauffement climatique. Ça fait 30 ans que le GIEC nous explique qu'il y a des problèmes, que ça fond, que les glaciers fondent, etc. Puis on a eu les mêmes choses, et puis maintenant ça commence à se voir. C'est-à-dire que les mecs, ils montent, ils vont faire des photos, et ils comparent il y a 30 ans avec maintenant, et il y a un certain nombre d'éléments qui nous disent, bah ouais, ça fond. Donc on essaie de nous dire c'est pas l'homme, etc. Mais peu importe. Donc quand ça commence à se voir, on peut plus nier l'évidence. Et avec les écrans, on en est un peu là, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a dit c'est pas vrai. Puis après, on a même essayé de nous faire croire que c'était génial. On nous a sorti ce mythe absolument ahurissant du digital natif. Ouais. Je veux dire, ils savent Que vous jongler avec démontez les totalement écrans. dans le livre, d'ailleurs. C'est une pardonnez-moi le mot, mais c'est une grotesquerie, lobbyiste commercial, je ne sais pas comment le dire. Personne ne peut croire sérieusement à cette ânerie et toutes les études. Alors, rappelez-nous quel est le mythe du digital natif. Le digital natif, c'est que ces enfants seraient nés, ou ces nouvelles générations seraient nées avec des écrans, donc ils auraient un cerveau différent, plus grand, plus puissant, ils pourraient traiter des tonnes d'informations, ils seraient super doués pour le multitasking, pour faire leur chemin sur le net, ils apprendraient différemment, ils n'auraient plus besoin d'enseignants, je veux dire, tout rentrerait par capillarité, enfin, c'est un truc extraordinaire. Ils auraient des compétences informatiques hors du commun, et quand on regarde les données, on s'aperçoit que tout ça s'effondre. Donc on a essayé de nous vendre ce mythe, et puis
et puis les études sortent, et puis les parents voient, et puis voilà, et les effets commencent à se voir. Je veux dire, tous les gens qui sont proches des enfants, les professionnels de l'enfance, qui soient enseignants, qui soient orthophonistes, qui soient pédiatres, commencent quand même à s'inquiéter et à se dire que voilà, ces petits génies de l'informatique qu'on nous a décrits, ce qu'on nous a décrit ne correspond pas tout à fait à la réalité. Et j'ai envie de dire notamment dans les classes que ça commence à se voir et que ça devient, il y a un certain nombre de choses qui deviennent de plus en plus difficiles de nier. Alors, on y arrive encore, hein, on arrive encore à semer le doute, à sortir une ou deux études à droite à gauche suffisamment bancales, parce que rien n'est plus facile que de sortir une étude bancale. Voilà, mais ça devient compliqué, donc c'est rassurant parce que ça se voit. C'est inquiétant parce que ça veut dire que le problème est déjà tellement identifié et prégnant, si j'ose dire, voilà, qu'il commence à se voir vraiment, notamment dans les écoles. Alors avant d'en venir au fond, justement, comment on peut faire en tant que, voilà, quand on est un parent, voilà, quelqu'un qui s'intéresse à ce débat-là, justement, pour essayer de le suivre de manière fiable et finalement, vous, sur quoi est-ce que vous vous êtes appuyé, sur quoi s'appuient vos recherches? Et j'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, pourquoi c'est vous qu'il faut croire? Les éditeurs ne sont pas contents quand ils me voient arriver parce qu'à la fin du livre, il y a toujours une épaisseur importante de références bibliographiques. Je n'affirme rien et ne mentionne rien que je ne source. Avant de critiquer ce qui se dit, je vais lire ce qui s'est dit effectivement. Donc voilà, je ne demande à personne de me croire sur parole, surtout pas. C'est pour ça qu'à chaque affirmation est associée une ou plusieurs références scientifiques. Parce que pour que les gens puissent aller vérifier, alors j'entends bien après que c'est très difficile pour les parents, je veux dire, il faut avoir du temps, la plupart des études, là aussi il y a une incompréhension, la plupart des études sont publiées en anglais, mais ça ne veut pas dire que toutes les études ou la plupart des études sont faites en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est juste que les publications scientifiques se font en anglais, même quand elles sont faites en France, en Allemagne, etc. Donc c'est difficile pour les gens, voilà, il y a des outils statistiques, des méthodologies qui, sans être d'une complexité stratosphérique, voilà, demandent un certain nombre d'habitudes et de formations, donc je comprends que ce soit compliqué pour les parents. J'ai essayé, moi, mais d'autres, de mettre cette littérature à disposition, de dire aux gens, si vous ne croyez pas, allez voir. J'ai essayé, justement, vous le disiez, dans la première partie, de reprendre les principaux arguments pro-numéristes qui nous sont opposés. Vous dites un évangile numérique. C'est moins le cas maintenant, parce que, voilà, mais ça ressemblait à ça quand même pendant un certain moment. On a eu toutes ces folies sur les jeux vidéo qui faisaient du bien à tout, la concentration, la prise de décision, enfin, on avait l'impression que c'était vraiment, voilà, qu'on nous expliquait même qu'il valait mieux leur faire jouer, réellement, qu'on valait mieux leur faire jouer aux jeux vidéo que de les envoyer à l'école quasiment. Voilà, et donc c'est un peu, c'est un peu tombé. Donc j'ai essayé de démonter aussi ces choses-là. Alors il y a des biais à beaucoup de niveaux. Il y a des experts qui n'en sont pas. J'ai essayé de montrer. Quand on se dit expert, il faut avoir un minimum de connaissance de la littérature. Il faut avoir un minimum de cohérence dans ce qu'on raconte. On ne peut pas raconter que, par exemple, pour prendre juste un exemple, au mois de juin, les tablettes, c'est horrible, il ne faut pas, je veux dire, c'est vraiment délétère pour les enfants, même accompagnés avant 3 ans, surtout pas de tablettes, et nous expliquer, alors qu'il n'y a pas une étude supplémentaire et pas une étude citée quelques mois plus tard, dans la même année, que les tablettes, c'est extraordinaire parce que ça développe l'intelligence des enfants. On ne peut pas faire ce genre de choses. Ou alors il faut le justifier, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a des experts qui n'en sont pas. Il y a des journalistes qui sont atteints, je sais pas comment on dit, d'un espèce de syndrome d'équilibrisme. Ouais. C'est-à-dire que, alors il faut être objectif. Vraiment, là, je veux bien, il faut être objectif, effectivement. Mais si l'objectivité, c'est il faut rendre compte de tous les points de vue, c'est-à-dire que quand il y en a 100 qui disent noir et un qui dit blanc, on va faire parler un de ceux qui disent noir et celui qui dit blanc, ça donne aux gens une fausse idée de ce qu'est réellement la littérature. Voilà, il y a aussi, alors il y a d'autres biais. Pour les jeux vidéo, c'est rigolo. On s'aperçoit par exemple que l'impact négatif que ça peut avoir dans un certain nombre de domaines, plus la certitude scientifique augmente dans le monde scientifique, et plus depuis 20 ans, le discours médiatique est équilibré vers la neutralité. Et ce qui est encore plus amusant, pour revenir aux questions de genre qui occupent beaucoup de monde actuellement, c'est que quand les papiers sont signés par des hommes, ils sont beaucoup plus positifs. Ça, c'est rigolo, que quand les papiers sont signés par des femmes, avec l'idée derrière dans cette étude-là que les hommes jouent beaucoup plus et jouent beaucoup plus aux jeux qui sont
sont incriminés. Donc il y a tout un tas de biais. Ouais. Et comme je ne demande pas aux gens de me croire, j'ai essayé. Alors on ne peut jamais être expulsé. Il y a cette phrase fameuse, ça prend beaucoup moins de temps pour dire une connerie que pour la débugger. Donc voilà, mais j'ai essayé de prendre un certain nombre de ces arguments et voilà, et de les désosser et de montrer que toutes les études ne se valent pas, que toutes les revues scientifiques ou pseudo-scientifiques se valent pas, que voilà, qu'il y a des biais chez les experts, qu'il y a des biais de conflits d'intérêts. Ce qui me frappe, c'est l'absence de prise en compte dans tous les médias importants des conflits d'intérêts. Vous avez ce que vous dites, c'est que dans ce débat-là, il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts économiques qui sont liés notamment par les financements à des entreprises du numérique et qui pourtant parlent et ont pignon sur rue. Oui, alors je dis deux choses. Il y a des gens qui n'ont que des opinions et pas d'expertise, et ça c'est embêtant. Ils ont le droit de parler, mais il ne faut pas les présenter comme des experts. Et puis il y a des gens qui effectivement connaissent le sujet. Mais par exemple, quand vous invitez un psychologue à parler des jeux vidéo ou des tablettes, et que le gars vous dit des choses comme les tablettes pour les bébés, c'est pas grave sauf s'il la prend sur la tête, ou les jeux vidéo c'est thérapeutique, et vraiment ça va poser un problème à long terme pour le développement et la réussite scolaire, intellectuelle et sociale de l'enfant si vous ne le faites pas jouer à ces jeux-là. C'est intéressant qu'il soit psychologue, mais c'est aussi intéressant de savoir qu'il travaille pour les principaux fabricants comme consultant de jeux vidéo et de ce type de jeux vidéo-là. Donc il y a un certain nombre de choses qui mériteraient, oui. À ce niveau-là, vraiment, je pense que, je ne suis pas pour taper les journalistes, hein, vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus, mais à ce moment-là, je pense vraiment qu'un effort devrait être fait à ce niveau-là sur les conflits d'intérêts, leur exposition. Ces gens ont le droit de parler, ces gens sont légitimes à parler, mais les gens qui les écoutent sont légitimes à savoir qui parle et d'où. Alors bon, pour en venir, on a parlé de la méthode, on va venir au fond. Dans votre livre, les chiffres que vous donnez sur les temps d'écran des enfants sont assez édifiants. Vous dites c'est en moyenne 3 heures dès 2 ans, près de 4h45 entre 8 et 12 ans et 6h45 entre 13 et 18 ans. Concrètement, que risquent ces enfants ? Alors ça, c'est pour dire que c'est les chiffres d'il y a 4 ans. Les derniers chiffres sortis montrent qu'on pense toujours qu'on a atteint le plafond, mais c'est pas vrai. Ça ne cesse d'augmenter. Et vraiment, il y a deux choses qu'il faut vraiment, je me permets, mais la première chose, il faut que les gens réalisent, les études sont extrêmement cohérentes sur tous les pays. Alors il y a des études aux États-Unis qui sont extrêmement fines et fouillées. Il y a des études un peu moins fouillées ailleurs, notamment en France, mais les chiffres sont globalement extrêmement cohérent, juste pour que les gens se rendent compte ce que ça représente sur l'enfance, parce que pour eux, ça fait quelques heures. Sur l'enfance, prenez entre 2 et 18 ans, en tout cas des tout petits, entre 2 et 18 ans, ça représente quand même l'équivalent d'une trentaine d'années scolaires en temps. Donc on est loin d'avoir un truc qui est... anecdotique, quoi. Oui, on n'est pas... c'est pas une paille. Alors après, voilà, après les effets sont bien connus. Il y a comment dire, d'un point de vue, je travaille sur le cerveau et sa plasticité, le cerveau des enfants, c'est un cerveau d'enfant, mais c'est un cerveau qui est vieux, malgré tout. Le cerveau, voilà, il vient de loin, notre cerveau, il vient de l'évolution, et le cerveau, il a un certain nombre de besoins pour se construire, donc il a été façonné par son environnement, et l'environnement actuel, brutalement, notre environnement a changé. Et ce que propose, ou ce qu'impose l'environnement numérique au cerveau, n'est pas un environnement favorable ni à sa construction, ni à son développement, ni à son fonctionnement. Donc il y a deux choses, il y a deux grands vecteurs. D'une part, ça va déplacer, quand vous prenez ces valeurs de temps, il est évident que le temps, il n'est pas extensible à l'infini et que quand vous mettez 4, 5, 6, 7 heures par jour sur ces activités-là, on parle d'écran récréatif. Attention, on ne parle pas du tout d'écran utilisé pour l'école. On ne parle même pas du temps utilisé sur ces écrans à la maison pour les devoirs. On parle juste de la télévision et en gros l'audiovisuel, c'est-à-dire la télévision, les séries, les vidéos, Netflix, etc. On parle des jeux vidéo, et puis un peu plus tard, à l'adolescence, on parle des réseaux sociaux, etc. Mais l'écran numéro 1 reste quand même la télévision, quel que soit l'âge. Enfin, la télévision sous toutes ses formes, et puis les jeux vidéo, etc. Donc il faut... ces temps sont vraiment importants. Donc vous allez déplacer du temps d'autres activités, c'est-à-dire des choses qui sont plus nourrissantes. Et puis vous allez avoir un impact direct, j'ai envie de dire, sur la structuration cérébrale par différents biais. Alors ce qu'on peut dire, son cerveau a besoin d'humains. C'est-à-dire que vraiment le cerveau, dès le bébé, le cerveau il est câblé pour travailler, pour interagir avec l'humain et pour intégrer les informations chez l'humain. C'est vrai pour tous les âges, mais ça a été particulièrement bien étudié chez les jeunes enfants. Une petite anecdote, juste pour le montrer, c'est que si je vous fais un sourire,
il y a des neurones dans mon cerveau qui s'activent pour faire le sourire. Et si vous me faites un sourire, il y a un certain nombre de neurones dans mon cerveau, les mêmes qui, moi, me servent à faire un sourire, qui vont s'activer aussi. C'est une espèce d'interface, voilà, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Il y en a un qui s'appelle Ferrari, qui étudie ça, qui étudie l'activité de ces neurones, qui s'est dit à un moment, j'en ai marre de faire des grimaces à mes singes, et donc, et pour étudier ces activités. Et donc, il a fait une vidéo de lui en train de faire les mêmes grimaces ou les mêmes mouvements. Et il s'est aperçu que ces neurones qui réagissaient violemment à sa présence physique, à l'interaction, ne réagissaient plus, ou réagissaient en tout état de cause, pour la plupart, beaucoup moins, à la même information sur une vidéo. On le sait aussi pour les jeunes enfants, il y a des études aussi sur les adultes, mais pour les jeunes enfants, je ne sais pas, prenez une poupée avec un gros lot dedans, il y a des dizaines d'études. Donc, prenez un gamin d'1 an, par exemple, 9 mois, 1 an, il y a une fermeture éclair, vous enlevez le gros lot de la poupée, vous faites teinter, vous le remettez dedans, et puis le lendemain, ou tout de suite après, vous revenez poser la poupée devant le bébé. Si vous l'avez fait en live, qui vous a vu, il va reproduire, il va sortir le gros lot. Et puis si vous lui avez montré la même information sur une vidéo, ça ne va avoir aucun effet. Il y a énormément d'études aussi qui montrent que ces soi-disant vidéos éducatives supposées développer le langage sont non seulement d'une inutilité chronique, mais en plus altèrent le développement du langage, justement parce que le langage se développe à travers l'interaction humaine. C'est-à-dire que le gamin, il va... Alors évidemment, au bout d'un moment, si 50 fois, 60 fois, vous lui répétez table, au bout d'un moment, il va apprendre table, et puis vous avez les parents qui vont être contents, parce que le gamin, il va venir et il va dire en anglais « yellow » parce qu'il a regardé Dora, mais le temps nécessaire à l'apprentissage de ce mot est infiniment et sans commune mesure avec le temps qui serait nécessaire pour l'apprendre. Donc, le peu qu'ils apprennent, quelques mots à droite à gauche, prend un temps absolument considérable. Donc vous prenez sur les interactions humaines, vous allez prendre sur des échanges, on parle beaucoup des maths, mais voilà, je ne sais pas, quand on est en train de manger des bonbons, un gâteau ou n'importe quoi, ben voilà, vous avez le gamin qui va être jeune, des 3-4 ans, et vous lui dites si on en veut pareil, comment on fait ? Voilà, le gamin, il va prendre ses Tupperware, il va mettre les petits dans les grands, il va prendre ses puzzles, il va rentrer. Et tout ça, c'est des choses qui sont essentielles, par exemple, au développement de l'énumération et de la pensée mathématique. Ça vous apprend à grouper, ça vous apprend à sérier, ça vous apprend à ordonner, etc. Donc vous allez prendre du temps sur tout un tas d'activités, notamment des activités humaines intrafamiliales, qui sont des activités fondamentales pour le développement. Et l'humain, on n'a pas inventé mieux que l'humain pour câbler le cerveau d'un enfant. On peut le dire comme on veut. Alors, il vaut mieux lui filer un écran et une tablette que de le mettre tout seul dans un placard à balai, il n'y a pas de problème. Cela étant dit, ça ne sera jamais aussi efficace et de très loin que de lui permettre d'interagir. La deuxième chose dont notre cerveau a besoin, c'est de dormir. On a besoin de sommeil. Le sommeil, c'est pas pour se reposer, on dit toujours on se repose. En fait, le sommeil, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses que le cerveau n'a pas le temps de faire la journée, parce qu'il est occupé, parce qu'on cause, parce qu'on marche, parce qu'on a tout un tas de bombardements d'informations, et ces choses-là, il les fait la nuit. Il organise la mémoire, il parle du système immunitaire, il répare le corps, etc. C'est un peu comme si vous étiez dans un grand magasin. Vous avez les gens qui rentrent la journée, qui déplacent tout, qui mettent tout en dessus-dessous, et le soir, vous fermez pour pouvoir ranger. Voilà, c'est un peu ce que fait le cerveau pendant le sommeil. Il range tout un tas de trucs, c'est très important pour la mémoire. Et donc, vous allez prendre du temps, ça c'est documenté, très bien documenté. Le seul impact, non seulement du temps, mais aussi sur la qualité du sommeil, justifierait qu'on soit beaucoup plus attentif à l'impact des écrans. Une autre chose importante, c'est que le cerveau, il a besoin d'activité physique. C'est-à-dire qu'on comprend. Alors, l'activité physique, elle est importante pour la maturation physique, mais elle est aussi importante pour la maturation cérébrale. On s'aperçoit que l'activité physique, du fait notamment des écrans, des jeunes générations, des enfants, est tombée à un niveau, je peux dire alarmant, je me permets. Ils ont quand même perdu leur capacité pulmonaire. On est quand même, alors selon les études, mais on est en moyenne autour d'un quart de perte sur 30 ou 40 ans. C'est beaucoup de perdre un quart de ses capacités pulmonaires. Voilà, le système cardiovasculaire, tu l'as montré, se déploie moins bien. Donc est moins résistant à l'âge adulte, et ça pourrait être l'un des facteurs, pas le seul évidemment, mais l'un des facteurs qui explique l'augmentation des AVC précoces chez les jeunes adultes. Donc on a besoin d'activité physique, et non seulement pour le développement corporel, mais aussi pour la maturation cérébrale. Et on ne comprend pas tous les mécanismes qui lient activité physique et maturation cérébrale, mais on sait que le phénomène est là. Et puis, j'ai envie de dire une dernière chose dont le cerveau a besoin. Il a besoin d'un minimum de tranquillité et de tempérance sensorielle. Le cerveau, il n'est pas fait pour prendre des informations, il n'est pas fait pour prendre un déferlement sensoriel constamment dans la courge toute la journée, pardonnez-moi l'expression. Et donc, il n'est pas fait pour ce déferlement de bruit, de sons, de sollicitations. De notifications. Exactement. Voilà, c'est sans arrêt, la télé. Et alors, on le sait parce que
il y a beaucoup d'études qui lient des troubles de la concentration, de l'impulsivité à l'usage de ces écrans récréatifs, télévision, jeux vidéo, j'insiste, on pourra revenir sur cette arnaque des jeux vidéo et de l'attention après. Donc jeux vidéo, j'insiste, et puis multitasking, si vous voulez pourrir le développement intentionnel d'un gamin ou d'un adolescent, il n'y a pas mieux que de lui apprendre et de le mettre sans arrêt en situation de multitasking. Donc il y a ces études-là. Dans les crèches, il y a des vieilles études dans les crèches des années 50-60 qui montraient que les enfants se développaient mal, ils avaient des problèmes de concentration, d'apprentissage, d'impulsivité, et que c'était vraiment lié à un cadre sensoriel. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de lumière, il y avait beaucoup de gens qui passaient, et en prenant ça en compte, ça s'était amélioré. Et puis surtout, si j'ose dire, il y a des études maintenant extrêmement bien contrôlées chez l'animal. Alors oui, l'animal, c'est moins le rongeur, c'est moins complexe qu'un être humain, mais la cellule, elle marche pareil. Grosso modo, le cerveau, il se développe selon les mêmes règles et les mêmes processus, même si il se développe de façon moins complexe, c'est clair. Et on s'aperçoit que quand on élève des animaux dans des conditions sensorielles telles qu'on élève nos enfants, vous leur mettez Bob l'éponge, en fait, quelques heures par jour, ou alors prenez des rats et puis vous leur faites sentir, pendant une heure, il faut pas longtemps, pendant une heure, vous leur faites sentir une odeur un peu compliquée, et puis le groupe d'à côté, toutes les 5 minutes, vous changez l'odeur, ce qui est une façon de les stimuler sensoriellement. On s'aperçoit que ces protocoles de stimulation sensorielle ont des effets délétères majeurs sur le développement de l'attention, de l'impulsivité, des capacités d'apprentissage des animaux. Et donc, ce bain sensoriel dans lequel sont en train de grandir nos enfants n'est pas une bonne chose. Donc oui, on leur prend des activités et en plus on les met dans des conditions qui sont difficiles. Et si je peux me permettre, on nous dit le cerveau s'adapte. Ça, c'est le grand truc. Le cerveau s'adapte, il est super plastique. Évidemment que le cerveau s'adapte et qu'il est plastique, mais ce n'est pas parce que le cerveau s'adapte et qu'il est plastique qu'il va fonctionner et il va se construire aussi bien dans un environnement qui n'est pas l'environnement le plus efficace. Si vous me montez à 6000 mètres d'aptitude, je vais m'adapter. Mon cerveau va s'adapter, mon corps va s'adapter. Je vais fonctionner. Mais je ne vais pas fonctionner aussi bien qu'à 200 mètres. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que si le cerveau il se construit dans un environnement qui ne lui apporte pas toute la nourriture nécessaire, il va s'adapter, mais il ne se construira pas aussi bien que dans un environnement, j'ai envie de dire, optimal. Oui. Alors, vous les avez évoqués, il y a quelque chose que vous mentionnez beaucoup dans votre livre, ce sont les jeux vidéo. Donc tous les discours qui disent que les jeux vidéo peuvent développer l'éveil, une agilité de la part des enfants ou je ne sais quoi, tous ces discours sur certains effets positifs des jeux vidéo, c'est faux. Alors, il y a des effets positifs des jeux vidéo. Comment vous dire ? Est-ce que si je vous dis que fumer, les gens qui fument, il y a un petit effet marginalement positif sur le poids ? Les gens qui fument ont moins de taux d'obésité, ont un peu moins de taux de surpoids, etc. Donc, est-ce que si je pars de là pour vous expliquer qu'il va falloir se mettre à fumer, vous allez me prendre au sérieux ? Pas trop. Quand vous allez regarder l'ensemble des effets négatifs associés, donc évidemment qu'il y a des effets positifs qui sont associés à l'usage d'un certain nombre de jeux vidéo, qui sont des effets positifs marginaux, d'un certain nombre d'activités qui, pour la plupart et dans leur écrasante majorité, ne se transfèrent pas dans la vie réelle. En gros, le jeu vidéo vous apprend à jouer aux jeux vidéo, et puis vous apprend à vous en sortir sur un certain nombre de tâches qui sont proches des tâches que vous allez mettre en place quand vous jouez aux jeux vidéo. Par exemple, il y a eu tout ce baratin sur les jeux vidéo et l'attention. L'attention, c'est un mot qui a plusieurs sens. Donc l'attention, elle est dans le sens... Les parents, tous les gens la comprennent dans le sens de concentration. L'attention, c'est ce qu'on appelle la concentration typiquement, c'est focaliser son faisceau cérébral sur une activité. En gros, c'est pointer la lumière quelque part et éteindre autour. L'attention, quand vous parlez de jeux vidéo, c'est un peu l'inverse quand même. C'est-à-dire que quand on parle de jeux d'action, les zombies, les mecs qui vont vous taper avec la voiture quand vous faites une course de voiture, ça peut sortir de partout. Donc vous allez avoir un fonctionnement attentionnel qui est que vous allez épandre l'attention sur toute la tâche et vous allez devenir hyper attentif, hyper sensible à tout ce qui se passe dans votre environnement. C'est exactement l'inverse du fonctionnement attentionnel que vous attendez d'un gamin qui fait un devoir de maths. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, ce type d'attention-là est optimisé, encore une fois, de façon relativement spécifique et beaucoup plus spécifique que ce qu'on vient de le dire. C'est-à-dire que si je vous mets devant un écran et que je vous fais apparaître plein de lettres et que je vous demande s'il y a un B au milieu de la lettre, les gens qui font des jeux vidéo vont vous répondre avec une avance de 100 ou 200 millisecondes, donc ils vont aller un tout petit peu plus vite que vous. Voilà, si vous avez des points qui se déplacent sur un écran et que je vous demande s'ils se déplacent plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche,
les gens qui jouent aux jeux vidéo vont le faire un tout petit peu plus vite que vous, ça va leur prendre 1 seconde 2 au lieu de prendre 1 seconde 3, etc. Donc il y a des petits effets comme ça. Ces effets-là sont sur un type attentionnel, mais quand vous regardez la concentration, qu'est-ce que les gens comprennent quand on leur dit attention? Là, ça devient beaucoup plus délicat et toutes les études montrent. Alors, il y a quelques études qui ne montrent pas d'effet, alléluia, et puis l'écrasante majorité des études, et encore de récentes méta-analyses, montrent que les jeux vidéo, mais au même titre que la télévision, il y a une étude qui a comparé, 2 études qui ont comparé directement l'effet sur la concentration, il est quantitativement similaire, un peu plus délétère pour les jeux vidéo que pour la télévision, mais pas statistiquement. Donc voilà, donc il y a un effet positif sur certains types attentionnels extrêmement précis, et puis il y a un effet globalement négatif sur la concentration, sur la réussite scolaire. Ça, c'est intéressant, parce que je suis désolé, On je va en suis parler. bavard, mais Non, c'est on va en marrant, parler mais justement. cette étude-là sur les jeux vidéo, c'est particulièrement marrant, parce que, enfin, je ne sais pas si on peut dire marrant, mais il y a eu une étude qui a fait un pataquès monumental nous expliquant que les jeux vidéo, c'était bon pour la réussite scolaire. Alors, c'était une étude basée sur les données PISA, qui étaient les données australiennes. Si vous regardez les données venant d'autres pays, vous avez des données différentes. Si vous regardez dans l'ensemble, vous avez encore... Mais peu importe. Cette étude, tous les grands médias l'ont repris vraiment avec force dithyrambe. Et voilà, je me suis permis d'aller regarder quand même l'étude. Et c'est fascinant, effectivement, il y a un effet positif, des jeux vidéo en ligne dans cette étude-là sur la réussite scolaire, qui est un effet peu important. Il y a un effet extrêmement négatif des réseaux sociaux, qui a été moins mentionné, mais qui a été mentionné aussi. Mais le problème de cette étude, c'est que dans les études PISA, toutes les données ne se valent pas. Il y a des données qui sont solides, combien vous avez d'écran à la maison, machin. Puis vous avez des données qui sont totalement fumeuses, notamment celles liées à un certain nombre d'usages. Et quand vous regardez l'étude, cette étude-là qui nous dit que les jeux vidéo sont super bons, mais qui vraiment, si je me permets de la mentionner, c'est vraiment qu'elle a fait un pataquès important. Quand vous regardez l'étude, bah, vous vous apercevez que cette étude, elle montre que, bah, en fait, il vaut mieux pour avoir de bonnes notes jouer aux jeux vidéo presque tous les jours que de se taper une heure de devoir. On peut commencer à se poser des questions. Qu'il vaut mieux que si vous faites, alors c'est pas que les jeux vidéo, mais si vous faites 1 heure de devoir, si vous faites vos devoirs une fois par mois sur Internet, Dieu qui va vous rentrer comme ça les informations dans la tête, eh ben vous pourrez vous permettre sans dommage de rater 2 à 3 jours d'école par semaine. C'est quand même extraordinaire. Et puis cette étude, elle vous montre aussi que les enfants issus des milieux économiquement les plus défavorisés ont quand même des résultats scolaires qui sont infiniment supérieurs aux enfants des milieux les plus favorisés. Celle-là, enfin, même Staline n'avait jamais osé nous la faire. Donc, effectivement, l'étude est statistique, c'est propre, mais voilà, je veux dire, c'est basé. Jamais cette étude, elle est publiée dans une revue de 59e zone, et jamais cette étude doit passer dans les médias, et surtout jamais elle doit être défendue. C'est un truc de dingue. Alors bon, on va à un autre aspect que vous venez de mentionner d'ailleurs, et que vous évoquez beaucoup dans votre livre et qui, je pense, est d'actualité avec ce fameux enseignement à distance, distanciel, comme disent certains, c'est le sujet de l'éducation et de la numérisation de l'école. On sait qu'il y a toutes ces politiques publiques qui consistent à renforcer l'équipement numérique des écoles, notamment, vous en parlez beaucoup, le fait de fournir des tablettes, voilà. Et notamment, il y a un rapport de la Cour des comptes que vous mentionnez qui dit que de 2013 à 2017, il y a eu plus de 2 milliards d'euros qui ont été dépensés soit par les collectivités, soit par l'État, pour ce qu'on appelle le numérique éducatif. Est-ce que, clairement, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, ou est-ce que ça a quand même un sens d'apporter du numérique dans les écoles? Alors il y a 2 choses, ça dépend ce qu'on entend par numérique. Est-ce qu'il faut former les enfants à l'informatique? C'est pas un truc technophobe, il ne faut pas jeter tout le numérique et revenir à la roue pascaline. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il faut former les enfants à l'informatique? Est-ce qu'il faut en faire des vrais, j'ai pas envie de dire digital natifs, mais est-ce qu'il faut apprendre à coder, les apprendre à utiliser les outils bureautiques informatiques de base, leur apprendre à trouver leur chemin sur Internet? Personne ne discute ça. Donc si c'est ça, il n'y a pas de problème. Après, souvent, c'est pas ça. Après, la vraie question qui se pose, c'est... on va pas se mentir, il y a une pénurie de recrutement d'enseignants. On a du mal à recruter des enseignants, notamment en mathématiques. Donc, vous pouvez faire un numéro de claquette et puis dire que les mathématiques vont devenir optionnelles pour le bien de tout le monde, pour ne pas avoir à dire que vous n'avez plus à recruter d'enseignants. Ou alors, voilà, et quand vous n'y arrivez plus, oui, le numérique, c'est une solution. Donc,
la deuxième question numérique, c'est est-ce que le numérique est efficace pour remplacer du temps humain dans d'autres matières, pour se substituer au temps humain? La réponse est non. Ces programmes de distribution de tablettes, clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes a publié ce rapport. C'est une gabegie financière de plus de 2 milliards d'euros, 2,3 milliards ou 2,5 milliards, je ne sais plus, pour principalement acheter des tablettes et des équipements, connecter les écoles. Et puis le troisième poste de dépense, c'était la maintenance des tablettes, qui sont souvent, la Cour des comptes, ce qu'il dit, obsolètes avant même d'avoir été utilisées, etc. Il y a eu un rapport encore plus récent de la Cour des comptes qui fait le bilan de ce qui s'est passé sur ce numérique éducatif pendant le confinement. Et alors ils le disent poliment, hein, ces gens-là sont beaucoup plus polis et beaucoup plus policiers que moi, et c'est très bien. Ça a été utilisé pour... Alors, il y a eu beaucoup de problèmes d'enfants qui ne sont pas connectés, mais laissons ces problèmes. Un premier problème qu'ils ont soulevé, c'est l'incompétence de ces digital natifs à utiliser les outils informatiques et numériques de base. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a rien au niveau pédagogique, c'est-à-dire qu'ils disent et ils s'aperçoivent dans ce dernier rapport-là qui vient de sortir que ça a été utilisé pour la communication, donc c'est sympa, c'est important, hein, garder un peu comme ça mais que le contact avec les élèves, mais que l'apport pédagogique et l'apprentissage pendant cette période, il est quasi nul. Je sais pas, ils disent mode marginal, je ne sais pas quel mot ils emploient, mais voilà, c'est quasiment rien. Ça veut dire qu'on a dépensé des milliards d'euros pour filer des tablettes, on a dépensé des milliards d'euros dans ces plans, sans se demander ce qui allait se passer au niveau pédagogique, sans se demander quoi que ce soit. Ce que je reproche à la Cour des comptes, c'est qu'il y a eu il y a plein d'études à ce niveau-là qui montrent que distribuer des tablettes, au mieux, ça n'a pas d'effet, et dans la plupart des cas, ça a un effet négatif, parce que les gamins ne vont pas les utiliser pour ce pourquoi vous voulez qu'ils les utilisent, mais pour s'orienter vers les activités de divertissement. Filez-leur des tablettes et ils vont aller sur Netflix. En gros, c'est ça. Il y a eu ce plan-là qui s'appelait One Laptop a Child, qui est bien connu, où on a donné des tablettes à des enfants défavorisés dans des pays en développement, mais aussi en Europe. Par exemple, la dernière étude, c'est Catalogne. Quand vous contrôlez proprement l'étude, quand vous donnez des tablettes à des enfants, leurs résultats scolaires chutent dans tous les domaines. Voilà. Alors évidemment, ils deviennent plus forts pour aller se connecter sur Netflix, il n'y a pas de problème, ou pour utiliser Facebook, mais je ne sais pas si c'est tout à fait le but. Donc la réponse claire, c'est est-ce que dégueuler des tablettes dans tous les établissements scolaires au prix de milliards d'euros a un impact? Les études PISA confirment que non. Non. Alors, vous pouvez toujours me sortir une ou deux études à droite à gauche. Oui, c'est ce dont on parlait avant. Il y a une étude qui est la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale, qui est sorti en février 2021 et qui dit qu'il y a pu avoir certains effets positifs de l'attribution d'équipements numériques mobiles autour du plan numérique qui avait été lancé par François Hollande à un moment. Et vous dites en fait, ça ne tient pas, quoi. Il faut sauver le soldat numérique, je suppose, mais non, ça ne tient pas parce que je serais le premier ravi que ça marche, hein. Qu'on puisse mettre des tablettes et remplacer les enseignants et que ça marche. Dans cette étude-là, c'est une étude qui disent eux-mêmes préliminaire. Si on reprend une étude PISA du début des années 2000, l'une des premières études PISA, on avait exactement le même résultat. Filez-leur des ordinateurs chez eux, leurs résultats scolaires vont montrer. Et puis, dans cette étude, il y a un certain nombre de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Et si vous ne prenez pas en compte le niveau socio-économique, si vous ne prenez pas en compte la qualité des enseignants, leur expérience, parce que là, on nous dit par exemple dans cette étude, juste pour prendre un exemple d'insuffisance méthodologique, là on compare les collèges qu'on reçus et ceux qu'on n'a pas reçus, et on nous dit que les collèges qu'on reçus, notamment c'est vrai pour les collèges les plus défavorisés, il y a un effet positif, mais les collèges défavorisés sont ceux aussi dans lesquels on a tendance à mettre les enseignants les plus jeunes en début de carrière pour être sûr qu'ils se cassent bien les dents. Donc voilà, c'est un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte, et les études PISA qui ont fait exactement ça nous montrent que non seulement quand on prend ce paramètre en compte, l'effet va disparaître, mais il va se renverser. Donc c'est une étude qui est une étude préliminaire, mais c'est une étude qui au niveau méthodologique souffre quand même de graves carences. Et puis admettons que ce soit vrai. Allez, soyons joueurs, c'est vrai, c'est génial. L'effet, il est absolument marginal, c'est peanuts. C'est quelques pourcents, c'est quelques micro-pourcents d'écart type, autant dire quasiment rien. Et donc, même en admettant que ce soit vrai, même en considérant la taille des effets qui rapportent, avec toutes les carences méthodologiques qu'il peut y avoir dans cette étude, est-ce que ça vaut le coup de balancer des milliards d'euros pour un effet aussi faible, quand on sait qu'il y a des effets extrêmement forts qui, là aussi, pour le coup, sont documentés
dans de nombreuses études, dont des études PISA. C'est intéressant, il y a eu une étude du département de vous me dites si je suis trop bavard, hein, mais il y a Ah eu mais une non, étude mais vous êtes là pour ça. du département de l'éducation américain qui a comparé justement ces outils numériques, donc en anglais aux États-Unis, et puis sur les maths, et qui a montré qu'il n'y avait pas d'effet. L'effet était nul. Les études PISA montrent que les utiliser un effet négatif, mais mettons-nous, il n'y a pas d'effet. Et puis après, ils ont regardé ce que ça donnait quand on formait les enseignants. Et l'effet de former les enseignants, l'effet de leur accorder, c'était 50 heures de formation en moyenne sur les études qu'ils ont regardées, c'est un effet absolument majeur sur la réussite scolaire des enfants. C'est-à-dire que dans cette étude, une cinquantaine d'heures de formation, c'était plus de 20 points de percentile. C'est-à-dire prenez une classe de 100, et puis votre gamin qui est 50e, filez-lui des outils numériques, il va rester 50e, ou il y a de bonnes chances, si on croit les études PISA, qui descendent un peu. Et puis formez son enseignant, il va montrer dans le premier tiers de la classe. Donc, est-ce que cet argent-là, en admettant que ces études-là soient vraies, et j'ai de gros doutes pour être sincère avec vous, parce que d'une part, ça contredit toutes les autres études bien faites, et puis d'autre part, voilà, ces failles méthodologiques m'ennuient quand même beaucoup, mais admettons que ce soit vrai, est-ce que, vu la taille de l'effet, l'argent, il ne serait pas mieux utilisé ailleurs? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des outils numériques aux enseignants. Ça peut être intéressant. Alors, pour travailler effectivement le numérique, c'est-à-dire pour développer l'informatique, oui, il faut développer ses compétences chez les gamins, évidemment. Après, est-ce qu'un enseignant compétent, qualifié dans le cadre d'un projet pédagogique structuré va pouvoir utiliser des outils numériques? Mais grand Dieu, oui. Mais là, on n'est pas là. On dégueule des tablettes sans rien mettre dedans, en leur disant c'est super, ça va être magique, ça va leur rentrer dans la tête. Et dans ce programme One Laptop Per Child dont je vous ai parlé, le mec qui avait développé le programme, les premiers papiers, c'est extraordinaire. Les petits Éthiopiens apprennent à lire sans enseignant, mieux que les petits Américains avec un enseignant. Ils hackent leur tablette. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous expliquez, c'est qu'en plus, tout ce discours ambiant sur les écrans sert à justifier un peu un discours qui consiste à dire finalement la pédagogie traditionnelle, on n'en veut plus, le prof traditionnel. En fait, ça contribue à tout un discours pédagogiste qui élimine petit à petit le prof en fait, de l'école. En fait. C'est ça aussi qui est assez ahurissant et qui est inquiétant peut-être en fait, dans ce... C'est-à-dire qu'on se retrouve, il y a une logique économique qui fait qu'on n'arrive plus à trouver assez de profs. Ouais, je ne sais pas, et surtout qu'on n'arrive plus à trouver assez de profs qualifiés, et puis surtout qu'on n'arrive plus à financer suffisamment leur formation. Donc, le premier endroit où ça s'est passé, c'est passé en Floride, aux États-Unis, où ils ont passé une loi qui était une loi de bonne volonté, en disant il ne faut pas plus, alors ça dépendait des âges, mais de 25 ou 27 élèves par enseignant. Évidemment, ils n'ont jamais réussi, donc ils ont mis un enseignant en moitié de classe, et à côté, ils ont mis un garde-chiourme. Alors, vous pouvez vous l'appeler comme vous voulez, hein. Foucault disait metteur en scène, vous pouvez l'appeler médiateur, enfin, filez-lui un nom. Vous pouvez même l'appeler enseignant si ça vous amuse, il y en a qui le font. Et puis, le gars, il est juste là, et les gamins, ils sont là, et ils apprennent, soi-disant avec des outils numériques. Donc, c'est une béquille. On l'a bien vu pendant le confinement, c'est extraordinaire. Les efforts qu'a fait Blanquer là pour ne pas fermer les écoles, c'est quand même assez intéressant. Le premier confinement, quand il a été question de rouvrir les écoles, je pense qu'il y a beaucoup de médecins, d'épidémiologistes qui ont monté au créneau, qui ont dit surtout pas. Et je me souviens de notre Premier ministre de l'époque qui était venu en disant que c'était un impératif pédagogique et de justice sociale. Parce que ce qu'on oublie, c'est que, et ce que montrent assez bien toutes les études, l'étude PISA, c'est que plus les systèmes scolaires investissent dans ce genre de choses, et plus les résultats des élèves décroissent ou sont décevants. En fait, c'est les systèmes qui investissent le moins là-dedans, qui investissent le plus dans leurs enseignants, qui ont les meilleurs résultats. Et en plus, il y a un effet d'accroissement des injustices sociales, c'est-à-dire que, voilà, le confinement, ça doit être le triomphe de cette pédagogie. En fait, ça a été son désastre, parce que ce qui ne se voit pas à l'école, ce qui se fait à bas bruit, bah, ça se voit, là, on est vraiment en plein dedans. Voilà, ma fille, si vous lui filez un problème de maths, un tuto et un machin, il y aura toujours quelqu'un pour lui expliquer. Moi, un prof, un collègue, un copain. Voilà, elle a un endroit pour travailler, elle a tout un tas de choses, elle a des ressources familiales pour l'aider. Les enfants qui n'ont pas ces ressources, dont les parents ne peuvent pas les aider, mais c'est eux qui dégustent. C'est-à-dire que non seulement c'est moins efficace au niveau pédagogique pour l'ensemble des enfants, mais c'est particulièrement désastreux pour les enfants, ces outils-là, pour les enfants de milieux défavorisés. Oui, et alors d'autant plus effet désastreux que d'autant plus que ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, quand on donne ce genre d'outils aux enfants, en fait, les usages qu'ils en font, ils sont ultra majoritairement récréatifs, et en fait, le temps que vont utiliser des enfants, soit pour faire leurs devoirs, soit pour faire de la création de contenu à partir des outils numériques, en fait, c'est dérisoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met une tablette ou un portable, un smartphone dans les mains d'un enfant, en fait, les usages récréatifs dominent tout.
Ça, Ah oui, 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 il phagocyte l'ensemble des activités. Alors, les chiffres, je ne pense pas me tromper, mais si vous prenez des gamins d'une douzaine d'années, en fait, si vous leur filez une ouais. tablette, l'usage récréatif, il va être 13 fois plus important en termes de temps Ouais. que l'usage lié aux usages scolaires. Ouais, vous disiez usage académique, je crois 5% du temps des 8-12 ans, un truc Ouais, c'est comme à peu ça. près C'est ça, ouais, ouais. Et ouais. puis, alors 10 chez les c'est un 13-18 peu ans, plus pour les 10%. plus grands, mais Ouais. c'est d'autant plus peanuts que dans l'usage académique, on a tout, y compris à regarder des vidéos sur YouTube. Et puis que pendant ces usages académiques, ils font 50 000 choses à la fois. Voilà, Oui, parce qu'ils sont devant leur écran, mais en même temps, ils reçoivent des messages, ils vont sur évidemment, les mais réseaux j'ai envie de sociaux. dire qu'un gamin qui recevrait ça, enfin, je sais pas, mettez-moi dans un magasin de chocolat et dites-moi n'en mange pas, mais enfin, c'est un truc de dingo. Donc le gamin qui sans support, sans aide familiale, etc., vous lui filez une tablette en lui disant vas-y, travaille. Mais le gamin qui va pas très rapidement utiliser ces outils-là pour des usages divertissants, j'ai envie de dire qu'il faut le faire examiner. Il y a un truc qui va pas avec cet enfant. Donc l'écrasante majorité des gamins, oui. Mais il faut comment dire, il faut pas croire que c'est juste quand les effets sont monstrueux. Il y a une ou deux études qui sont sympas. Ils ont fait ça avec, par exemple, des consoles de jeux vidéo, mais ils ont fait ça pareil. C'est les mêmes résultats quand vous introduisez une télé ou un écran dans la chambre. Console de jeux vidéo, vous prenez des gamins et vous leur dites alors je ne sais pas si c'est très éthique, mais en tout cas ils ont eu l'accord aux États-Unis. Vous leur dites, vous prenez des enfants qui n'ont pas de difficultés scolaires, qui sont plutôt bons élèves, des parents qui sont un peu réticents parce que s'il n'y a pas de console, c'est que les parents font attention dans la maison. Et vous leur dites, on fait une étude sur le développement, on ne peut pas vous payer, tout ça, on n'a pas embêté, mais on va vous offrir une console. Et puis la moitié des gamins, vous leur filez la console au début de l'étude, et l'autre moitié, vous leur filez la console à la fin de l'étude. Et vous pouvez comparer l'effet de la console sur 4 mois. Et sur 4 mois, vous diminuez par 2 le temps que les gamins consacraient à faire leurs devoirs, et vous diminuez toutes les moyennes scolaires d'à peu près 5%. Ça paraît peanuts, mais quand même sur 4 mois, c'est plutôt pas mal. Et puis vous vous apercevez que sur des enfants qui n'avaient aucune difficulté scolaire, quand vous demandez aux enseignants en double aveugle, vous vous retrouvez quand même avec pratiquement 15% des enfants en 4 mois qui basculent du ça va bien à difficulté scolaire. Vous avez d'autres études pour parler de la parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas juste des trucs de malade quand on voit le gamin 8 heures par jour sur l'écran. Prenez un gamin, faites-lui apprendre une leçon. Il apprend une leçon, et puis une heure après, il a le droit de jouer à un jeu vidéo. Mais c'est pareil avec la télévision, même s'il est fait un peu moins fort. Donc il a le droit de jouer à un jeu vidéo d'action, donc une course de voiture. Et puis 2 heures après, vous l'envoyez au plumard. Et puis donc il dort, il passe sa nuit, vous enregistrez l'activité électrique du cerveau pendant la nuit, et puis le lendemain, vous regardez ce qui reste de la leçon qu'il a apprise. Les enfants qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, après, ils retiennent un peu plus de 80% du matériel qui leur a été présenté. Les enfants qui ont joué aux jeux vidéo, parce que ça perturbe l'encodage de la mémoire, et parce que on le montre, les études le montrent, ça perturbe le sommeil, le temps de sommeil profond notamment est un peu raccourci, etc. Vous allez avoir des enfants qui ne vont retenir que 50% du matériel au lieu de 80%. Et si vous faites ça tous les jours, sur toute une scolarité, on comprend bien que ça va avoir un effet. Et l'un des effets, effectivement, on l'a dit, de tous ces outils récréatifs, c'est un impact important sur la réussite scolaire. Et alors, ce que vous expliquez aussi, c'est que ça a des effets, pas seulement sur les enfants, mais sur des plus âgés, notamment sur les étudiants. Vous me disiez qu'il y avait eu une enquête, une expérience où le simple fait d'avoir un téléphone portable, même éteint sur la table d'un étudiant, ça perturbe sa concentration. Ah oui, mais c'est un truc de fou. Mais encore une fois, notre cerveau, il est fait comme ça. On est fait pour trouver de l'information. On a un environnement et notre cerveau, il a évolué. Et il y a une chose importante, c'est trouver de l'information, repérer les dangers, repérer les potentialités. Et vraiment, on a, je ne sais pas comment dire, on a un élan, les Américains disent un drive, un élan pour aller trouver des informations dans notre environnement. Le téléphone, c'est toute l'information du monde, là. Alors que les parents se méfient, c'est toute l'information, mais c'est aussi tous les trucs les plus délirants, pornographiques et autres. Donc quand vous filez un smartphone à un enfant, vous lui donnez accès à soi-disant toute l'information du monde, mais aussi à tout ce que le monde peut avoir de moins recommandable pour un enfant. Pour un adulte, je m'en fous, l'adulte, il fait ce qu'il veut. Et donc il y a deux choses. Il y a le téléphone, il va sonner, et sans arrêt, il va venir vous chercher. Donc vous êtes en train de penser, il y a une étude qui montre et qui dit que même 2-3 secondes, ça suffit pour faire dérailler le train de la pensée. Et je trouve que c'est une jolie image. Donc vous êtes là, paf, ça sonne. J'y vais pas. Même si vous n'y allez pas, la pensée, elle a été
sortie Interrompu, de ses rails, interrompue. Donc le temps de revenir, ça coûte beaucoup de temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte, ça coûte de la précision. Et puis vous avez la sollicitation externe, mais vous avez la sollicitation interne. Et si on m'a envoyé quelque chose, et s'il y a une information, vous savez qu'il n'y a rien sur votre truc. Mais si on n'était que des bestiaux raisonnables, ça se saurait depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on agit, la plupart de nos actions sont prises sur des bases inconscientes. Kahneman l'a bien montré. Et donc, vous avez là ce truc, cette étude, elle est marrante parce que vous avez là ce truc sur la table, il est éteint. C'est là. Et il y a toujours cette nécessité de vous inhiber pour ne pas aller le chercher. Et à l'arrivée, quand vous comparez ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne le voient pas, qui sont là, et ceux qui l'ont sur la table éteint, vous avez effectivement un déficit de résultats. Mais il y a plein d'autres choses. Si vous avez devant vous un gars qui est avec un ordinateur et qui fait, qui surfe un peu sur Internet, vous allez vous apercevoir que celui qui est derrière et qui est exposé à ça, parce que ça attire son attention, lui aussi, il a de moins bons résultats. Alors, une anecdote, une grande université lyonnaise, Lyon 3 pour ne pas la citer, l'année passée a quand même envoyé un mail, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, en expliquant qu'il y avait des difficultés avec le réseau informatique et que la bande passante était quasiment saturée et qu'elle est saturée parce que les gamins, ils étaient sur, alors c'est pas péjoratif, les étudiants, ils étaient sur Facebook, ils étaient sur tout un tas sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, il restait rien pour la bande académique, donc ça serait bien qu'ils se calment. C'est-à-dire que, encore une fois, quand vous leur filez ces trucs, des études montrent que filez-leur un ordinateur connecté. Et alors ça dépend de la longueur du cours et de sa complexité, mais ils vont passer entre 40 et 75% du cours à s'occuper de leurs vidéos et de trucs récréatifs sans s'occuper du cours. Et j'ai envie de dire, non seulement c'est humain, mais c'est inscrit dans notre fonctionnement cérébral, ce truc. Alors, pour en revenir au confinement et en tout cas à la situation actuelle, vous écrivez que même si on manque encore de recul, les enquêtes disponibles indiquent que le confinement, donc j'imagine que vous parlez à l'époque du premier confinement, parce que c'est dans la postface de votre livre, a occasionné un accroissement brutal des consommations récréatives des enfants ou en adolescents, en particulier pour l'audiovisuel, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Et puis vous dites aussi, une fois que l'enfant a mis le doigt dans l'engrenage, il a vite fait, malheureusement, d'être happé tout entier. Est-ce que ça veut dire que cette augmentation de l'usage des écrans qu'on a eu pendant le confinement, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière et que les usages qui se sont installés à la faveur des confinements, les temps d'écran, est-ce que maintenant c'est fini? Et comme pour paraphraser, comme vous le faites, un article du New York Times, est-ce que ça y est, les écrans ont gagné? Oui, c'est un article justement sur le confinement, et la conclusion c'est, les écrans ont gagné. On peut toujours revenir en arrière, mais j'ai envie de dire qu'il y a ce fameux adage chez les médecins, mieux vaut prévenir que guérir. Il vaut mieux pas y aller que devoir en revenir. Le confinement, c'était en même temps, je comprends que ce soit difficile, notamment à Paris. Je veux dire, les espaces de vie sont pas grands. Vous êtes 4, vous avez les gamins, ça bouge de partout. C'est compliqué, 4 dans 50 ou 40 mètres carrés. Donc voilà, personne ne va jeter la pierre ni aux parents ni à personne parce que dans cette période-là, le temps d'écran a augmenté. Non seulement il faut que ça rediminue, mais il faut que ça rediminue bien en dessous de ce que c'était avant le confinement. C'est-à-dire que on a cité les chiffres au début, vous avez cité, ces chiffres sont absolument effarants. On a plus de 7 heures par jour. Alors que vous recommandez avant 6 ans, pas du tout, en tout cas le moins possible, et après 6 ans, au maximum 1 heure par jour. À peu près. Alors, si on regarde les études avant, comme vous le dites, quand vous dites quand on se fait happer, les études montrent que plus vous commencez tôt, et plus derrière vous allez devenir un consommateur important. Les 6 premières années de la vie, tout ne se joue pas avant 6 ans, comme l'a dit ce bouquin, mais le titre est quand même pas dénué d'intérêt, il marque. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place là, vous mettez en place tout un tas de fondations, et c'est très cher après de les mettre en place quand quand on regarde ce qu'un gamin apprend dans les 5-6 premières années de la vie, quand on regarde le potentiel de plasticité cérébrale, alors oui, ça reste plastique après, pas forcément de la même façon et pas forcément aux mêmes endroits, donc il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en jeu là, qui font que c'est vraiment une période précieuse. Les études montrent qu'avant 5-6 ans, on a des effets négatifs pour des temps d'usage qui sont de l'ordre de 15 minutes par jour, 15-20 minutes. Donc même des petits usages ont des effets négatifs. L'OMS, alors au début je passais pour un fou furieux, l'OMS nous a dit oui, alors 1 heure max, 1 heure max, mais le moins le mieux. Ouais,
Ils s'achèteront peut-être ce genre d'organisation suffisamment d'honnêteté intellectuelle pour nous dire que le moins, c'est rien. Donc vraiment, avant 6 ans, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir un film au ciné avec son gamin, ou regarder de temps en temps un dessin animé avec lui. C'est vrai que de manière chronique, il n'y a pas une étude, avant et après 6 ans d'ailleurs, il n'y a pas une étude qui montre que les enfants privés d'écran récréatif en subissent la moindre conséquence négative. Il y a des centaines d'études qui montrent que ça a des effets négatifs. Il n'y a pas une seule étude qui montre que d'en avoir des effets négatifs. Il n'y a pas une seule étude qui montre que ne pas en avoir a des effets négatifs. Après, vous prenez le temps d'une demi-heure. La chose la plus générale qu'on a, c'est la réussite scolaire. Alors, elle dit des choses du développement intellectuel, certes, mais aussi de l'insertion sociale, de la gestion émotionnelle. Donc, c'est ce qu'on a de plus général en termes d'impact des écrans. Il y a plein de petits trucs, de petits îlots isolés où on a regardé des impacts divers, mais le truc le plus général, c'est ça. Si on prend la réussite scolaire, jusqu'à une demi-heure, au-delà de 6 ans, à condition que le sommeil soit respecté et que les contenus soient adaptés, voilà, pas hyper violent, GTA pour un gamin de 7 ans, voilà, c'est un jeu en course de voiture hyper violent avec des scènes de pornographie explicite, d'hyperviolence, etc. Ce genre de choses, voilà, si les contenus sont adaptés, que le sommeil est adapté, jusqu'à 30 minutes par jour, on n'a pas a priori d'effets négatifs. Si on est vraiment super optimiste et qu'on fait une lecture vraiment sympa de la littérature, on peut considérer que jusqu'à 1 heure, ça va, c'est pas dramatique. Après, on commence à avoir des effets négatifs qui commencent à être notables. Mais j'ai envie de dire que... Enfin, on est en train de se réjouir du fait qu'on a trouvé un truc qui, quand ils en font 1 heure par jour, leur pourrit pas le développement cérébral. C'est quand même extraordinaire. Et je veux dire, on pourrait quand même penser que ça peut rester ludique, mais il y a un certain nombre d'activités ludiques. Avant, je me souviens quand même que les activités ludiques, on les choisissait en espérant ou en se disant que ça allait construire un certain nombre de choses. Voilà, les jouer dehors, ça vous construit le système cardiovasculaire parce que vous courez partout. Le fait de s'ennuyer, là, ça vous fait ce qu'ils appellent, ou le pretend play, là, le jeu symbolique. Moi, j'ai été 1000 fois champion du monde de tennis quand j'étais gamin. J'ai gagné Roland-Garros un nombre incalculable de fois. Et il y a plein d'études qui montrent que voilà, ce genre de choses participe de l'organisation cérébrale. Jouer d'un instrument de musique, lire, il y a tout un tas d'activités qui font qui construisent l'enfant, y compris le jeu avec les parents. Je veux dire, jouer au Monopoly, tout ça a un effet plus positif en termes d'échange, même si c'est pas le Monopoly, on s'en fout, mais en termes d'échange langagier, en termes de... Voilà, quand vous avez la rue de la paix, un certain nombre de choses, vous pouvez toujours communiquer un certain nombre de choses avec votre enfant. Donc toutes ces activités-là construisent des choses. Là, on est en train de se réjouir parce qu'on a trouvé un truc qui détruit rien. Quand on reste sur une demi-heure, enfin quand on y pense, c'est quand même un truc qui pose question. Donc voilà, il n'y a pas de... L'enfant va vous dire oh, je vais devenir un paria social, on ne parlera plus à l'école. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas... Oui, parce que c'est comme ça que réagissent les enfants. Maintenant, quand les parents essayent de limiter l'usage, en fait, J'entends bien, mais c'est malin. Hein, cette pression est aussi mise en place par par les campagnes de communication. Et voilà, si tu n'as pas le dernier smartphone, le dernier machin, le dernier Apple, tu es un loser. Ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'il y a un autre article du New York Times qui parle d'un dark consensus, un consensus sombre ou noir, je ne sais pas comment on peut le traduire, sur l'utilisation des écrans chez les ingénieurs justement et les gens qui travaillent dans ces grandes entreprises dans la Silicon Valley. Ces gens-là, dans l'écrasante majorité, en tout cas ceux qui ont pu interroger le New York Times, protègent brutalement leurs effets, leurs enfants et leur progéniture des écrans qu'ils nous vendent. Il y en a un qui était un ancien rédacteur en chef de Wired Magazine, qui nous explique que on lui dit mais enfin voilà les écrans et il dit j'ai vu de première main ce que ça faisait, mes enfants nous prennent ma femme et moi pour des fascistes, mais pas de trucs comme ça chez moi parce que j'ai vu ce que ça faisait. Voilà. Et ce mec dit entre le sucre et la cocaïne, c'est plus près des effets de la cocaïne que des effets du sucre. Alors, sans parler des effets d'addiction, mais vraiment, il y a vraiment un effet délétère. Et c'est intéressant que ces gens-là protègent. À Steve Jobs, on lui demandait quand la tablette est sortie, il avait dit du mal de la tablette Apple. Oh, terrible. Donc Steve Jobs, un journaliste, Steve Jobs appelle le journaliste, qui ne sait plus comment s'en sortir. Et le journaliste lui dit mais alors, vos gamins, la tablette? Et Steve Jobs lui dit il n'y en a pas chez moi, nous on est low-tech. Et je trouve que c'est intéressant.
Et alors, dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous citez par exemple une loi qui est à Taïwan, où on met des amendes pour les parents qui laissent les enfants de moins de 24 mois utiliser une application numérique, par exemple, hein, c'est ce que vous citez. Mais vous n'êtes pas pour l'adoption de loi, vous dites qu'il faut pas, voilà, c'est pas notre esprit de légiférer sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on a, voilà, pour terminer, qu'on a fait ce constat-là, comment on peut essayer de se sortir un peu de ce à l'intérieur de quoi on s'est mis, quoi. À Taïwan, ils sont cohérents parce qu'ils considèrent que c'est une vraie maltraitance faite à l'enfant. Au même titre que lui mettre des beignes, lui filer des outils numériques, les Taïwanais pensent que c'est une maltraitance qui est faite à l'enfant. Je ne suis pas pour légiférer, j'aimerais pas qu'on me dise comment éduquer mes enfants, et voilà. Mais je pense que la première étape, c'est déjà d'informer voilà, les parents, ils aiment leurs gosses, ils font au mieux, on n'est pas tous parfaits, voilà, on est en train de jongler entre le possible, le nécessaire, le souhaitable. Je pense que la première chose, c'est d'informer les parents. Parce qu'il y a encore des parents qui croient de bonne foi que ces vidéos pseudo-éducatives, ça va développer le langage du bébé, que les jeux vidéo, ça va les rendre super malins. Donc je pense que voilà, une information plus exhaustive et un peu moins biaisée serait déjà une bonne chose. Je pense aussi que encore une fois, ce qu'on disait au début, ça commence à se voir. Donc je pense que l'idée commence à monter. Les enseignants, les professionnels de santé commencent à monter aussi au créneau, notamment les orthophonistes sur ces questions-là. Euh, Ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est le moins le mieux. Après, encore une fois, c'est pas parfait, quoi. On a tous des contraintes et on a tous parfois besoin de temps, et tout le monde comprend qu'une vidéo ce soit bien pratique. Après, voilà, si on peut éviter jusqu'à 6 ans, franchement, c'est bien. Ensuite, le moins le mieux, et même avant, si on peut pas éviter, le moins le mieux. Mais non, je suis pas pour que les pouvoirs publics légifèrent. Par contre, je pense qu'aux États-Unis sont dans les tuyaux un certain nombre de classes actions, comme ça avait été le cas pour l'industrie du tabac, du sucre, etc., qui vont faire en sorte qu'on va peut-être voir sortir un certain nombre de mémos intéressants et d'informations intéressantes sur la façon dont ces choses sont fabriquées et les connaissances que ces gens-là en ont. Je veux dire, l'autre jour, dans une pleine page du journal en France, il y avait un truc de Google pour faire en sorte de limiter le temps d'écran des enfants. Ces gens-là ne sont pas des philanthropes, ils s'en foutent du temps d'écran des enfants. Je pense qu'ils essayent juste de prendre un peu les devants pour dire je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, Ouais. me tapez pas trop fort dessus. Donc voilà, mais après, je pense que je pense que c'est un vrai problème majeur de santé publique. Peut-être vu, mais ça me met vraiment en colère. On me dit, tu finis pas en colère, si, c'est en colère à un moment. Voilà, parce que c'est les enfants qui, à l'arrivée, payent la note. Ouais. Et voilà, et j'en veux pas aux parents, évidemment, que personne ne peut en vouloir aux parents. Les parents, ils font comme ils peuvent, mais j'en veux un certain nombre de gens qui font en sorte que, voilà, au même titre qu'il y a un certain temps, on nous expliquait que le tabac, c'est pas gênant, ça, pas de cancer, c'est peanuts. Après, on nous a fait le coup pour le tabagisme passif. Maintenant, voilà. Ouais, j'en veux à ces gens-là, ouais, à ces lobbies, j'aimerais bien. Je pense que si les parents étaient correctement informés, ils feraient beaucoup plus attention. Eh ben, merci beaucoup, Michel Desmurger, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait cet exposé précis des conséquences des écrans. Merci. Merci à vous pour l'invitation.